Voilà à quoi ressemblent les forêts primitives d'Amérique du Nord. Les chances de survie de ce petit herbivore y sont nulles. Pourchassé par de jeunes carnivores agiles, il est poussé droit dans les mâchoires béantes d'un géant 5 fois plus gros que lui. Une fois la proie tuée, la famille de dinosaures peut enfin se rassasier. Le monde dans lequel ces animaux vivaient a disparu il y a bien longtemps. Mais ils ont laissé des traces enfouies dans le sol, protégées pendant des millions d'années, et leurs ossements nous dévoilent des secrets bien gardés. Ils vivaient tous ensemble, dans un même groupe, il y a 75 millions d'années. La seule façon de relier un œuf à un type particulier de dinosaure est de trouver un petit embryon, un bébé, à l'intérieur de l'œuf. Les dinosaures, les œufs, les bébés, les embryons. Nous avons la preuve que les dinosaures prenaient soin de leurs jeunes. Ils ont tous disparu, d'une manière ou d'une autre. Un événement de type catastrophe naturelle, peut-être un tsunami, un énorme ouragan ou des secousses sismiques. Il est évident que ces animaux ont tous péri ensemble. C'est là que j'ai sauté le pas. J'ai compris qu'il suffisait d'avoir l'esprit ouvert pour se rendre compte que c'était un nid de bébés dinosaures. Nous pensons que les troodons pondaient leurs œufs deux par deux. Toute la couvée est constituée d'œufs qui semblent aller par paires. Il est rare de découvrir la structure d'un nid qui a été construit par un dinosaure il y a 75 millions d'années. Nous avons trouvé des œufs, puis des ossements de bébés, et finalement nous avons découvert des embryons. Nous étions heureux comme des gosses en les trouvant. C'est le rêve de tout paléontologue. Trouver les traces de quelque chose qu'un dinosaure a construit. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai regardé autour de moi et j'ai compris que c'était l'endroit que je cherchais. C'était l'emplacement du site. J'étais tellement heureux et fatigué à la fois que j'ai laissé tomber toutes mes affaires. Je me suis assis par terre et j'ai admiré la vue qui s'offrait à moi. Ces terrains argileux d'Amérique du Nord, au relief accidenté, creusé par l'érosion, sont l'endroit idéal pour partir à la recherche de restes de dinosaures. Au milieu de ces rochers, on a découvert des os fossilisés de bébés dinosaures appartenant à 4 espèces distinctes. Même ici, au pays des dinosaures, c'est un événement rarissime. Cela fait 30 ans que le paléontologue Jack Horner, passionné des dinosaures, organise des fouilles dans ce paysage rocailleux du Montana. Il a fait sa première grande découverte près de la ville de Choteau, sur un ranch. Elle l'a rendu célèbre. Il a trouvé des ossements de bébés dinosaures. Grâce à la richesse du site, il a réussi à reconstituer le mode de vie de ces animaux, et cela a changé la vision que le monde avait des dinosaures. Voici le nid découvert en 1978. C'est le premier nid de Maiasaure que nous ayons trouvé. Ce nid, façonné dans la boue il y a 75 millions d'années, s'est depuis pétrifié.
Il a ainsi préservé des traces d'une vie primitive. Vous voyez ce petit trou? Nous avons excavé 15 bébés dinosaures ici. L'emplacement regorgeait de petits os de dinosaures et de fragments de coquilles d'œufs. L'équipe de Jack Horner a fouillé toute la région et a découvert les restes de 40 nids, ce qui prouverait que ces bébés appartenaient à une grande colonie de dinosaures. L'écartement entre les différents nids suggère que des centaines, voire plus d'un millier de dinosaures nichaient probablement ici. Imaginez ce territoire, où dans chaque nid éclosaient 2 douzaines de bébés dinosaures. Ils devaient faire un bruit terrible. À cela s'ajoutaient les cris des dinosaures adultes qui communiquaient entre eux. Ces ossements de bébés dinosaures ne correspondent à aucun des dinosaures connus jusqu'ici. Après avoir trouvé un crâne d'adulte, Jack Horner comprend qu'il vient de découvrir une nouvelle espèce. Il la nomme Maiasaure. Le Maiasaure a un large bec corné. Il appartient à l'ordre des ornithichiens. Mais son long museau avec ses petits orifices nasaux et l'aspect plat de sa tête le distingue des autres ornithichiens. Les paléontologues déduisent de sa dentition irrégulière et plate qu'elle devait lui permettre de broyer des végétaux et par conséquent que c'était un herbivore. Un Maiasaure adulte est aussi grand qu'un éléphant mâle, mais 2 fois plus long. Comparés à leurs parents, les bébés sont extrêmement petits. Les 15 premiers squelettes de bébés Maiasaure trouvés par Jack Horner mesurent 1 mètre de long, soit la taille moyenne d'un chien. Après quelques semaines de fouilles, l'équipe découvre un deuxième groupe de bébés dans un autre nid. Ils sont 2 fois plus petits que les premiers squelettes découverts. D'après le paléontologue, ils viendraient à peine de sortir de l'œuf. Un œuf de Maiasaure fait à peu près cette taille. C'est aussi gros qu'un œuf d'autruche. En mesurant les différents fragments de coquilles, ils ont pu vérifier la taille d'un Maiasaure tout juste éclos. Une fois que nous avons eu confirmation de la taille des œufs, nous avons eu la preuve que les bébés mesuraient 50 cm à la naissance et qu'ils restaient dans le nid jusqu'à ce qu'ils atteignent 1 mètre de long. Ainsi, les bébés doublaient de taille pendant la période où ils restaient dans le nid. La façon la plus simple d'expliquer la présence de bébés dans un nid serait qu'ils restaient là tout le temps, tandis que les parents leur apportaient de la nourriture. Une autre façon de voir les choses serait que les bébés quittaient le nid pour aller chercher eux-mêmes leur nourriture. Cette hypothèse est tout à fait valide, si ce n'est que ces bébés étaient tout petits, qu'ils n'avaient aucun moyen de défense et qu'ils auraient sûrement été des sandwichs sur pattes pour les dinosaures carnivores. Les crocodiles et autres reptiles sont traditionnellement pris comme modèle pour essayer de comprendre le comportement des dinosaures. La plupart des reptiles ne s'occupent pas de leur progéniture. Les tortues, par exemple, pondent leurs œufs et les abandonnent ensuite à leur sort. Mais les bébés Maiasaures n'auraient pas pu survivre tout seuls. Jack Horner se tourne alors vers un autre modèle de comportement parental, les oiseaux. L'idée de soins parentaux était très stimulante, parce qu'elle permettait d'envisager les dinosaures, non plus comme des reptiles, mais plutôt comme des animaux plus proches des oiseaux. La plupart des oiseaux couvent leurs œufs pour les garder bien au chaud dans le nid. La quantité de soins que les parents prodiguent aux nouveau-nés dépend du degré d'autonomie de ces derniers, de leur capacité ou incapacité à quitter le nid et à se nourrir tout seuls. Cette théorie selon laquelle les bébés Maiasaures auraient besoin que les adultes s'occupent d'eux mérite d'être approfondie. Au musée des Rocheuses, à Bozeman, dans le Montana, Jack Horner a réuni une impressionnante collection d'os de Maiasaures. Elle comporte de nombreux squelettes entiers qui permettent aux paléontologues d'étudier la morphologie de ces dinosaures.
Toutefois, afin de comprendre comment les petits se déplaçaient, Jack Horner a dû lire les travaux de recherche de Cynthia Marshall sur ces gros oiseaux incapables de voler. Nous étudions les autruches dans ce laboratoire parce qu'elles nous donnent un bon modèle pour comprendre les mécanismes de croissance des dinosaures. Comme les autruches et les émeus sont de gros oiseaux à croissance rapide, ce sont des sujets d'étude parfaits. Les paléontologues mettent aussi en parallèle la vitesse de croissance de ces oiseaux avec celle des dinosaures. Dans cette main, je tiens le crâne d'un bébé autruche de 2 semaines et dans l'autre, celui d'une autruche adulte. Ce bébé-ci ne met qu'1 an pour avoir cette taille-là. Une autruche atteint très vite une grande taille et nous avons trouvé des indices qui portent à croire que les dinosaures eux aussi se développaient très rapidement. L'étude des os des pattes donne des indications sur l'autonomie d'un petit vis-à-vis de ses parents. Voici les os d'une patte d'autruche. Nous étudions comment les os, et en particulier celui-ci, qui correspond à notre tibia, se développent chez les oiseaux qui sont autonomes une fois qu'ils sont nés, et comment ils se développent chez les oiseaux dont les parents s'occupent. En effet, les oiseaux qui, dès la naissance, sont autonomes, doivent avoir des os très solides pour pouvoir courir tout de suite. Quelques heures à peine après être sortis de l'œuf, les bébés émeus peuvent marcher. Les os de leurs pattes sont entièrement formés et assez solides pour permettre aux nouveau-nés d'être autonomes. Mais tout comme les maillosaures, les jeunes oiseaux qui ne quittent pas le nid sont sans défense. Ils dépendent totalement de leurs parents jusqu'à ce que leurs pattes soient assez solides pour soutenir leur poids. Ce que nous avons découvert, c'est que chez les bébés maillosaures, les extrémités des os sont composées de cartilage. Une structure en cartilage calcifié et très fragile. Les bébés, à cause de la fragilité de leurs os, ne sont pas assez robustes pour pouvoir quitter le nid. Dès lors, il était évident que les bébés dinosaures ne pouvaient pas chercher leur nourriture eux-mêmes. Pour la première fois, des paléontologues disposent de preuves concrètes pour confirmer que les dinosaures s'occupaient de leur progéniture. Ils leur apportaient la nourriture et la protection dont ils avaient besoin. Le maillosaure mérite bien son nom qui signifie « bonne mère lézard ». Les maillosaures vivaient dans la moitié ouest de l'Amérique du Nord pendant le Crétacé, il y a 75 millions d'années. La majeure partie des grandes plaines était alors recouverte d'un bras de mer peu profond qui s'étalait du golfe du Mexique à l'océan Arctique. Les terres basses, près du littoral, étaient des marécages à la végétation luxuriante, alimentés en eau par les rivières qui descendaient des toutes jeunes rocheuses à l'ouest. La plaine centrale était le territoire des maillosaures. Leur environnement primitif est aujourd'hui préservé dans les caractéristiques physiques de ces rochers érodés. En étudiant les sédiments accumulés par les rivières, le géologue Jim Schmidt peut localiser leur lit et déterminer la direction dans laquelle elles coulaient. Ces rochers derrière moi, sur la portion la plus basse du versant, sont des dépôts charriés par des rivières et des inondations fluviales. Les rivières qui existaient à l'époque des maillosaures venaient de là-bas, dans cette direction, et s'étalaient jusqu'à l'horizon de l'autre côté. De nombreuses rivières parcouraient tout ce territoire. Les maillosaures marchaient sur ce lit de rivière asséché et écrasaient le sable, imprimant ainsi au sol de petites ondulations. Ces anciens bancs de sable que les dinosaures piétinaient sont toujours là, mais ils se sont transformés en grès. Le sol sur lequel je me tiens est formé par les alluvions d'une rivière. La colline qui se trouve derrière moi, ce petit monticule de grès, est en fait ce qui reste du lit de cette rivière. On peut voir, en observant les vestiges des nids, que les dinosaures nichaient le long d'un cours d'eau qui sortait de temps en temps de son lit.
On peut dire que c'était un environnement semi-aride. C'est sur ces plaines, souvent inondées, que les dinosaures construisaient leurs nids. Un peu comme nous-mêmes aujourd'hui, nous construisons des habitations le long des rivières, et elles sont régulièrement inondées. C'est exactement ce qui se passait pour les Mayasaures. Les inondations et les orages ont causé la mort de nombreux Mayasaures, mais la boue a aussi permis de préserver les squelettes. Un an après la découverte des ossements de bébés dinosaures, l'équipe de Jack Horner a commencé à excaver un nouveau site de Mayasaures, non loin du premier. Ils ont trouvé là une incroyable quantité de fossiles. Le site contiendrait les restes de milliers d'animaux. D'après nos calculs, nous avons là entre 10 et 15 000 dinosaures, morts au même moment. Nous pouvons donc en déduire qu'ils vivaient tous ensemble, dans un même groupe, il y a 75 millions d'années. Prenez 10 ou 15 000 herbivores, de n'importe quelle espèce contemporaine. Où qu'ils soient, il est évident qu'ils devront se déplacer d'une région à une autre pour trouver leur nourriture. Ces dinosaures devaient se déplacer en troupeau et dévorer toute la végétation sur leur passage. Le site contient aussi des indices sur la façon dont ce troupeau de Mayasaures est mort. Des analyses chimiques sur l'ensemble de la région ont révélé qu'ils sont morts à cause d'une seule et même catastrophe naturelle. Les paléontologues ont d'abord envisagé l'hypothèse d'une gigantesque éruption à cause de l'activité volcanique à proximité du site. Puis d'autres indices leur ont suggéré une autre cause, un orage ou une inondation mais d'une ampleur exceptionnelle. Ces eaux sont mêlées à d'énormes rochers. Tout le lit majeur a été recouvert par ce mélange de boue, d'ossements et de rochers. Le fait que ces énormes rocs et les os de Mayasaures aient été retrouvés ensemble signifie qu'ils ont été transportés ensemble. Il a fallu une incroyable force pour les déplacer et les empiler. Peut-être y a-t-il eu un tsunami, c'est-à-dire une espèce de raz-de-marée. Nous savons que dans cette région, il y avait des volcans en activité, ce qui habituellement génère des tremblements de terre. Il est possible qu'un séisme ait causé un gigantesque glissement de terrain sous-marin qui a eu pour conséquence la formation d'une énorme vague, et ce tsunami a balayé la côte. Les destructions catastrophiques causées par cette gigantesque vague sont visibles dans cette excavation du site. On remarque que ces os de pattes de Mayasaures adultes sont mêlés à de gros rochers qui ont été entraînés par le tsunami. Ils se sont brisés les uns contre les autres et ont fini ici. Au nord de l'endroit où les fossiles de Mayasaures ont été découverts, s'étalent les prairies du Montana. Elles se prolongent au-delà de la frontière canadienne, dans la province de l'Alberta. En 1987, des preuves de la vie familiale d'un autre dinosaure herbivore ont été trouvées ici par hasard. À cette époque, Wendy Sloboda était une étudiante de 19 ans qui explorait les environs de la ferme de ses parents.
J'aime trouver des trucs. D'ailleurs, ça m'arrive souvent. J'ai de la chance. C'est une question de hasard, marcher au bon endroit et regarder dans la bonne direction au bon moment. Mais on doit tout de même savoir ce qu'on cherche. Au milieu des rochers escarpés d'un ravin balayé par les vents, appelé Devil's Coulee, la coulée du diable, Wendy Sloboda a découvert des coquilles d'œufs de dinosaures. Elle avait travaillé pendant l'été avec une équipe de paléontologues qui lui avait appris à reconnaître les coquilles fossilisées, mais quand elle en a découvert pour de vrai, elle n'en a pas cru ses yeux. C'était noir, fin comme une coquille d'œuf de poule, et je me suis dit, on dirait des coquilles d'œufs de dinosaures. Les fragments sont montrés aux experts du Royal Tyrrell Museum à Alberta. Ces derniers se rendent immédiatement sur les lieux et découvrent les restes de 3 nids remplis de coquilles d'œufs. Ils fouillent le site, mais ce n'est qu'au bout de 3 semaines que le paléontologue Kevin Hollenbach fait une incroyable découverte. J'ai remarqué à côté de moi un os. Je l'ai ramassé et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Là, sur la colline, j'ai vu un œuf d'où sortait une patte fossilisée d'embryons de dinosaures. Hollenbach amène immédiatement le directeur du service de paléontologie du musée, Philip Curry, sur les lieux. On était à mi-chemin du sommet de la colline et on a commencé à trouver des fragments de coquilles d'œufs et de tout petits os de bébés dinosaures sur le versant. On a fini par arriver à un endroit où on a vu un joli cercle de fragments de coquilles d'œufs. Au milieu, il y avait une série d'os de queue articulée appartenant à un dinosaure ornithichien. Ça a été l'un des moments les plus forts de ma vie. Et j'étais surexcité. Nous l'étions tous. Wendy Sloboda était tombée par hasard sur le terrain de nidification de dinosaures ornithichiens connu sous le nom d'Hypacrosaure. C'était le premier site de nid de dinosaures jamais découvert au Canada. L'équipe de fouilles a par la suite fait une découverte encore plus importante. On sent une poussée d'adrénaline, on est les premiers à voir ça. Il y a des gens qui viennent pique-niquer ici depuis des années. Quelqu'un a campé juste ici, on voit encore des traces d'un feu de camp. Et pourtant, la pente est couverte d'embryons. Et personne n'a pris la peine de regarder par terre. Jamais avant Devil's Coulee, on avait trouvé d'embryons identifiables de dinosaures ornithichiens dans leur œuf. Ici, vous pouvez voir la zone du cou de l'embryon avec les vertèbres. Si on descend, on voit l'équivalent de nos avant-bras qui dépassent ici, et on aperçoit plusieurs côtes. Si on poursuit vers la zone des hanches, on retrouve des vertèbres et on arrive aux pattes. Ici, on voit un os des membres postérieurs. Ici, on voit la coquille d'œuf. D'autres fouilles à Devil's Coulee ont permis de déterrer des os d'hypacrosaures adultes et de nouveaux indices prouvant qu'il s'agissait d'un important site de nidification. Je crois que beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de ce site. Nous avons trouvé des bébés dinosaures dans leur œuf, des bébés dinosaures tout juste éclos et des dinosaures adultes au même endroit. L'équipe a trouvé une vingtaine de nids d'hypacrosaures à Devil's Coulee. Chaque couvée était constituée de 25 à 30 œufs. La plupart des os de bébés étaient intacts et parfaitement conservés. À l'intérieur de certains œufs, il y avait des squelettes complets de dinosaures prêts à éclore. Je crois qu'à la base, ces animaux creusaient une vaste cuvette dans laquelle ils pondaient tous leurs œufs. Ensuite, ils restaient à proximité pour les protéger des carnivores. Mais ils étaient certainement beaucoup trop gros pour les couver. Voici mon fossile préféré parmi ceux trouvés à Devil's Coulee. C'est un petit crâne articulé d'un embryon. Ici, nous voyons la mâchoire droite inférieure. Là, il y a la mâchoire gauche inférieure. Ici, il devrait y avoir un œil, la partie inférieure de l'œil. Un hypacrosaure adulte est totalement différent d'un bébé. Il est couronné d'une sorte de grande crête qui couvre ses fosses nasales et contient une cavité qui servait probablement à amplifier les cris des dinosaures selon le même principe que les instruments avant. Mais les bébés n'ont pas de crête. Elle ne se développe qu'au fur et à mesure que le bébé grandit. La crête commence tout juste à se former quelques mois après l'éclosion.
Arrivé à la moitié de sa taille adulte, l'hypacrosaure arbore une crête plus prononcée, son bec est plus allongé et plus aplati. À sa maturité sexuelle, la crête est totalement formée si bien qu'il est capable de lancer les grands cris retentissants qui, d'après les paléontologues, servaient à attirer les femelles ou à protéger le territoire. Le crâne de cet hypacrosaure a aussi permis à Philip Currie et à d'autres paléontologues de découvrir l'étonnante activité à laquelle l'embryon s'adonnait à l'intérieur même de l'œuf. Ce que ce fossile a de fascinant, c'est qu'il nous a permis d'observer que même si l'embryon était encore dans l'œuf, ses dents étaient déjà usées. Ce petit dinosaure frottait ses dents les unes contre les autres. En usant ainsi la surface de ses dents, le bébé dinosaure pouvait mâcher des plantes dès sa naissance. Cette façon d'émousser les dents à l'intérieur de l'œuf est un des éléments qui permettait à ces dinosaures d'être des herbivores très évolués. Les hypacrosaures avaient en effet une structure dentaire très bien adaptée à la mastication des plantes. Peu d'animaux peuvent se vanter d'un système aussi performant. En gros, si on regarde la mâchoire, on observe que la surface des dents est irrégulière. Cela permet de broyer les végétaux. L'émail et l'ivoire des dents ne s'usaient pas à la même vitesse, ce qui créait une surface rugueuse. Et quand la dent finissait par s'user totalement, une autre poussait par en dessous. Pendant toute sa vie, cet animal a eu une bonne dentition, qui lui a permis de manger toutes les plantes qu'il souhaitait manger. C'est un système parfait. On a aussi retrouvé des fossiles de plantes qui poussaient à cette époque. Les paléontologues ont ainsi pu établir que l'hypacrosaure se nourrissait sans doute d'arbres à larges feuilles, de conifères et de fougères. La richesse de la végétation a dû permettre à ces dinosaures de prospérer dans ces régions. Les bébés devaient manger de grandes quantités de végétaux pour atteindre l'énorme taille de leurs parents. J'ai là l'os de la cuisse d'un grand dinosaure ornithichien, mais il y a encore plus grand. D'après la taille de cet os de la patte, on peut estimer que ce bébé dinosaure n'était pas plus gros qu'une oie. Mais si nous prenons le même os chez un adulte, on peut évaluer que ce dernier était plus grand que la plupart des éléphants actuels. S'ils voulaient minimiser les risques de se faire manger ou marcher dessus, ces jeunes dinosaures devaient grandir en très peu de temps. La rapidité de croissance est une des caractéristiques qui distinguent les dinosaures ornithichiens des reptiles actuels. On pense que ces animaux doublaient de taille tous les 2 ou 3 mois pendant les premières années de leur vie. On observe la même rapidité de croissance chez les espèces modernes de mammifères et d'oiseaux, mais pas chez les reptiles, de façon générale. De plus, les articulations encore non formées des os des pattes des bébés dinosaures ont permis de conclure que les hypacrosaures, tout comme les mayasaures, étaient incapables de survivre sans l'aide de leurs parents. Si nous comparons l'extrémité de cet os avec celui-là, nous pouvons voir qu'elle est bien plus ronde chez l'adulte. Chez le jeune, le bout est plat. La raison est simple. L'articulation est encore constituée de cartilage chez l'embryon. Dans cette zone, l'os n'a pas fini de pousser. On pense que ces dinosaures, à leur naissance, étaient relativement dépendants. Leurs articulations n'étaient pas encore bien formées et ils avaient sans doute besoin que leurs parents s'occupent d'eux pendant un certain temps. Mais les parents ne pouvaient pas défendre leurs petits contre tous les dangers, surtout quand la menace provenait de l'endroit même où ils avaient construit leur nid.
Quand ces dinosaures vivaient ici, il y a 76 millions d'années, l'environnement était différent de ce qu'il est aujourd'hui. Cette région était au-dessous du niveau de la mer et regroupait un important réseau hydrographique. Il est évident qu'avec un tel nombre de dinosaures herbivores rassemblés sur ce site, surtout pendant la saison des amours, il devait y avoir des carnivores qui venaient tenter de tuer un hypacrosaure adulte à la moindre occasion. La région devait probablement être recouverte d'arbres formant une forêt peu dense. Les nids étaient construits sur les berges de la rivière, si bien qu'à chaque fois qu'elle était en crue, ils étaient inondés. Dès que la boue les recouvrait, les embryons à l'intérieur des œufs mouraient, parce qu'ils ne pouvaient plus respirer à travers la coquille. Même les dents des plus gros carnivores sont maintenant fossilisées. L'animal à qui appartenait cette dent était un prédateur des hypacrosaures. L'albertosaure est un dangereux prédateur. Ses longues dents recourbées sont crénelées devant comme derrière. Ces dents sont idéales pour couper la chair, mais elles sont aussi assez larges et robustes pour briser les os. L'albertosaure est un des ancêtres du Tyrannosaure rex. Les adultes peuvent atteindre le double de la taille des plus grands spécimens d'éléphants contemporains. Les paléontologues supposaient que c'étaient des chasseurs solitaires, parce qu'à leur connaissance, seuls des squelettes isolés avaient été trouvés jusqu'ici. Mais Philip Currie avait sa petite idée sur la question. Il se souvenait avoir lu qu'un chasseur de fossiles du début du siècle avait fait une incroyable découverte de fossiles d'albertosaures en 1910. Mais personne n'avait réussi à découvrir l'emplacement exact du site. Il a donc décidé d'essayer de le localiser. J'avais entendu dire que Barnum Brown avait trouvé un site de fossiles d'albertosaures quelque part en Alberta. Barnum Brown avait organisé une expédition en Alberta pour le compte du Musée d'histoire naturelle de New York. À l'époque, comme aujourd'hui, la rivière était la meilleure route à prendre. Nous avons descendu la rivière Red Deer en suivant le même chemin que Brown. Barnum Brown avait excavé le site et fait transporter les os d'albertosaures à New York, où ils sont longtemps restés entreposés dans le sous-sol du musée. 85 ans plus tard, Philip Currie, en examinant les fossiles, s'est rendu compte qu'ils provenaient de 9 squelettes différents d'albertosaures. Il s'est mis en tête de retrouver le site avec pour seul indice de vieilles photos. L'une d'entre elles était un cliché du camp de Barnum Brown en 1910, juste à côté de la rivière. On apercevait son bateau avec une tente dessus et d'autres tentes le long des berges. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être retrouver cet emplacement. La colline derrière a un relief assez particulier, très facilement identifiable sur la photo. Aujourd'hui, la colline et les terrains argileux qui l'entourent font partie du Dry Island Buffalo Jump Park dans le sud de l'Alberta. Philip Currie trouve enfin l'emplacement du site en août 1997 en pleine canicule. On avait tous emporté beaucoup d'eau, mais nos réserves ont fini par s'épuiser. Moi, comme je suis quelqu'un d'entêté, j'ai décidé de poursuivre les recherches quand même. Je pensais aller un peu plus loin et puis revenir. En fait, plusieurs heures plus tard, je m'enfonçais encore dans la nature. Quand j'ai enfin atteint cette colline, j'étais épuisé. Si je n'avais pas été aussi fatigué, j'aurais immédiatement vu que sur tout le versant de la colline, il y avait des fragments d'os. Ces fragments sont relativement faciles à identifier parce que rien qu'en regardant leur texture, leur disposition et leur forme, on sait que ce sont des os d'albertosaures.
Quand je suis arrivé au sommet, j'ai regardé autour de moi et j'ai compris que c'était l'endroit que je cherchais. C'était l'emplacement du site. J'étais tellement heureux et fatigué à la fois que j'ai laissé tomber toutes mes affaires. Je me suis assis par terre et j'ai admiré la vue qui s'offrait à moi. L'endroit où je me trouve était au centre du site fouillé par Barnum Brown. C'est une petite zone, mais il avait réussi à déterrer les restes de 9 des 12 albertosaures que nous avons aujourd'hui trouvés ici. L'année suivante, l'équipe de Philip Curry commence à déterrer les 3 nouveaux squelettes découverts sur le site de Barnum Brown. L'os vient de cette couche ici. Ce n'est pas la partie du site que nous préférons, car la roche est très dure. Mais quand on observe l'os, on remarque qu'il est extrêmement bien conservé. On peut même affirmer, en regardant cette courbure, qu'il appartient à la mandibule d'un albertosaure. Le fait qu'on ait trouvé autant d'albertosaures dans un même lieu indique que nous avons probablement affaire à un groupe. Les os que l'équipe a déterrés appartiennent aussi bien à des adultes qu'à de jeunes albertosaures. Ces animaux devaient donc vivre et chasser ensemble. Nous avons trouvé beaucoup d'indices qui tendent à prouver que ces animaux n'étaient pas tout le temps des chasseurs solitaires. Parfois, ils chassaient en famille ou en groupe. Ces groupes étaient composés d'adultes et aussi de dinosaures plus jeunes qui avaient déjà atteint la moitié de leur croissance. Philip Curry a pu approfondir ses théories sur le rôle de ces jeunes dinosaures dans la chasse en étudiant une autre trouvaille. Ce fossile a été découvert plus loin au sud, en descendant la rivière Red Deer, dans l'affleurement rocheux escarpé du Dinosaur Provincial Park. C'était un autre terrain de chasse des albertosaures. L'un d'entre eux a été préservé à travers les âges. Voici son squelette intact et complet de la tête à la queue. Il s'est fossilisé en position retournée après être tombé à terre. Il devait avoir autour de 5 ans et n'avait pas atteint sa taille adulte à sa mort. Nous pouvons apprendre beaucoup sur les comportements des albertosaures en étudiant leurs fossiles. Par exemple, nous savons en observant les squelettes de jeunes albertosaures qu'ils avaient de très longues pattes et qu'ils étaient élancés. Ils étaient sans aucun doute très rapides et ils pouvaient suivre les adultes. Ils étaient plus agiles et plus vifs que leurs parents. Et peut-être que cela leur permettait de jouer un autre rôle dans la chasse. Les adultes étaient faits pour tuer, c'est évident. Ces animaux avaient une mâchoire suffisamment puissante pour broyer des os. Mais ils n'étaient pas forcément assez rapides pour attraper leur proie. Les proies étaient peut-être prises en chasse non pas par les adultes, imposants et moins rapides, mais par les jeunes albertosaures, vifs et agiles. En chassant ensemble, les jeunes dinosaures pouvaient précipiter les proies droit dans la gueule des adultes. Les sites de nidification des énormes dinosaures herbivores étaient aussi les terrains de chasse de prédilection d'un plus petit dinosaure, le trodon. Les restes fossilisés de cet animal sont rares. En assemblant les os trouvés au cours de différentes fouilles, le paléontologue Dave Varricchio a réussi à reconstituer le squelette de cet animal au musée des Rocheuses. Nous avons assemblé ici un squelette de trodon adulte. Il manque encore beaucoup de pièces à ce puzzle. Le trodon est resté un grand mystère pendant un certain temps. On l'a décrit pour la première fois il y a près de 150 ans. Et aujourd'hui encore, il nous faut piocher dans les os fossilisés d'au moins 4 trodons pour pouvoir reconstituer une esquisse de squelette. Notre connaissance de cet animal nous vient petit bout par petit bout. Ce dinosaure avait d'assez longues pattes antérieures terminées par 3 doigts dotés de larges griffes. L'ossature de ses pattes postérieures et de ses pieds était très fine. Le trodon courait sur 2 doigts pourvus de griffes. Et le 3e doigt était doté d'une grosse griffe rétractible. Cette 3e griffe était maintenue au-dessus du sol, si bien qu'elle restait toujours aiguisée. Ce dinosaure était un excellent chasseur. Ses grands yeux lui permettaient de détecter facilement ses proies. Sa dentition nous fournit des indices sur son régime alimentaire.
Ses dents gardent toujours une part de mystère. Les crénelures sont inhabituellement grosses et leur forme est étrange. Rien qu'en étudiant ses dents, je peux déduire que le Troodon se nourrissait d'une grande variété d'aliments. Il mangeait probablement de petits animaux, des insectes, et aussi peut-être des plantes. La structure de ses pieds, sa posture et la forme de son cerveau sont très proches de celle des oiseaux. En fait, le Troodon et les oiseaux font partie de la même branche de l'évolution. Comme il possède beaucoup de caractéristiques semblables à celles des oiseaux, les paléontologues pensent que son corps était aussi recouvert d'une espèce de plumage. Le Troodon n'était pas un gros dinosaure. Ses pattes postérieures n'étaient pas très grandes. Il n'était pas très grand. Quant à son petit, il aurait tenu dans le creux de la main. Regardez cet os de bébé Troodon. C'est l'os de la patte antérieure d'un embryon que nous avons trouvé encore dans son œuf. Comme vous pouvez le constater, il est minuscule. Ce petit bébé Troodon a été retrouvé encore tout recroquevillé dans son œuf. Ce que vous voyez ici, c'est une partie de l'œuf. On voit des morceaux de coquille ici en bas et en haut aussi. L'œuf est un élément très important parce qu'il préserve l'embryon qui est à l'intérieur. Et c'est grâce à cet embryon qu'on peut savoir à quelle espèce de dinosaure on a affaire. Ce que nous observons ici, c'est une patte d'embryon de Troodon. Voici l'os de la cuisse. Cet os long correspond au tibia. Et voici une partie du pied juste en dessous. C'est la patte gauche de l'embryon repliée sur elle-même. À sa mort, ce bébé dinosaure était sur le point d'éclore. Les os de la patte sont déjà bien développés. Cela signifie qu'il n'y a plus de partie cartilagineuse. Les os sont complètement formés. Dès l'éclosion, ce bébé dinosaure pouvait donc être très actif. La découverte de ces embryons de Troodon a permis aux paléontologues d'envisager un autre modèle parental. Contrairement aux pattes des bébés mayasaures et hypacrosaures, les pattes des bébés Troodon étaient entièrement développées à leur naissance. Ces dinosaures étaient donc à même d'assurer leur survie sans l'aide de leurs parents. Jack Horner et son équipe ont découvert les premiers œufs de Troodon près de Choteau, dans le Montana, en 1979. Le site contenait une telle quantité d'œufs et de bébés Troodon qu'il a été surnommé la montagne aux œufs. Nous sommes sur la montagne aux œufs. C'est ici que nous avons excavé le site de nidification. Ce monticule de terre et de rocailles, qui mérite bien peu son surnom de montagne, recèle les traces d'un écosystème préhistorique intact. Il y avait ici une petite colline recouverte d'herbe qui regorgeait d'œufs de dinosaures. Dès qu'on a tamisé le sable et les sédiments, on a trouvé des petits os de bébés dinosaures et des millions de fragments de coquilles d'œufs. Après 6 ans de fouilles, on avait quelque chose comme 300 œufs et des centaines d'ossements de bébés. C'était de loin le site de nidification de dinosaures le plus complet jamais trouvé. Il y a près de 77 millions d'années, la montagne aux œufs était une île au relief plat, au milieu d'un grand lac. Ce dernier était trop salé pour que les poissons y vivent, mais l'île offrait l'environnement parfait pour la nidification. La montagne aux œufs n'était pas très loin des rivages du lac. Les dinosaures n'avaient sans doute pas besoin de nager pour rejoindre la rive, ils devaient simplement marcher. En examinant les dépôts de sédiments pétrifiés des bords de cet ancien lac, l'équipe de Jack Horner a découvert au moins 10 couvées de Troodon. Dave Varricchio a étudié la couvée la plus complète. Cette couvée contient 22 œufs de Troodon. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle a été découverte à l'intérieur de son nid. C'est très rare de retrouver intact un nid construit par un dinosaure. Celui-ci date d'il y a 75 millions d'années. Voici le bord extérieur du nid que le dinosaure a construit en tassant des sédiments. On a retrouvé une couvée au centre.
Il semble qu'un dinosaure adulte ait labouré le sol de ses griffes pour le rendre plus meuble. Puis il a poussé des sédiments pour former le bord du nid. J'imagine que les trodons pondaient leurs œufs et les déplaçaient ensuite avec leurs petites mains. Ce nid est le produit du comportement d'un trodon. Comment il a disposé les œufs dans la couvée. Pouvoir examiner la structure d'un véritable nid de dinosaure, c'est fascinant. La surface était à nu. C'est une roche très inhabituelle. Elle a un grain très fin. C'était de la boue à l'époque où les dinosaures la piétinaient. Quand on regarde ces couches au microscope, on s'aperçoit bien qu'elles ont été piétinées par les dinosaures. On retrouve les mêmes sédiments sur le rebord. Ils se contentaient de prendre la boue, ce limon qui constituait leur site de nidification, et l'empilaient sur les côtés. C'est le rêve de tout paléontologue, trouver les traces de quelque chose qu'un dinosaure a construit. Dans le nid soigneusement façonné, la femelle trodon a laissé des indices sur son appareil de reproduction. Nous pensons que les trodons pondaient leurs œufs deux par deux. Toute la couvée est constituée d'œufs qui semblent aller par paires. Et ce sont des œufs assez extraordinaires. Ils sont allongés et la partie pointue est enfoncée dans le sol. On peut le remarquer avec cette couvée. La partie inférieure de l'œuf enfoncée dans le sol n'est pas visible. On ne voit que la partie supérieure arrondie à la surface du nid. D'autres couvées présentent cette même disposition des œufs deux par deux. Nous expliquons cette spécificité en étudiant les animaux contemporains, particulièrement ceux qui sont les plus proches cousins des dinosaures. Les crocodiles pondent tous leurs œufs d'un seul coup. Ils les déposent dans un trou en vrac. En revanche, les oiseaux pondent leurs œufs un à un. Mais comparé à celle de l'oiseau, la taille de l'œuf est beaucoup plus importante. Il semble que le mode de ponte des trodons était hybride, à mi-chemin entre celui des reptiles et celui des oiseaux. La femelle trodon avait deux appareils de reproduction, comme les crocodiles. Mais chacun ne produisait qu'un œuf à la fois, comme chez les oiseaux. Elle pondait donc deux œufs à la fois, et il lui fallait probablement plusieurs jours pour pondre une vingtaine d'œufs. Une autre découverte nous en a appris encore davantage sur le comportement de ces dinosaures. Les os des pattes d'un trodon adulte ont été découverts, perchés au-dessus d'une couvée d'œufs. Nous avons trouvé une partie de la patte, l'os de la cuisse, le tibia. Il y avait aussi des fragments d'os du pied. On a donc retrouvé la partie inférieure de l'animal, du bassin au pied. Cet adulte trodon couvait ses œufs. Il les maintenait au chaud et les protégeait comme le font les oiseaux. Cette découverte est exceptionnelle. On ne connaît actuellement que deux espèces de dinosaures dont on sait qu'ils couvaient leurs œufs. Les œufs et les bébés trodons devaient être protégés. On a d'ailleurs découvert des squelettes de petits prédateurs qui en attestent sur le site de la montagne aux œufs. Voici la mâchoire inférieure d'un alphadon, un petit mammifère qui ressemblait à un opossum. Il vivait avec les trodons et on retrouve souvent des os de cet animal près des œufs. Comme vous le voyez, cette mandibule comporte encore plusieurs dents. Comme l'opossum actuel, ce petit mammifère appelé alphadon se nourrissait probablement d'œufs brisés. Des lézards devaient aussi sans doute s'attaquer aux œufs des trodons. On a retrouvé des restes fossilisés d'un lézard préhistorique, en de nombreux points semblables à l'actuel varan du désert, sur le site de nidification des trodons. Mais la plus grande menace qui pesait sur les bébés trodons de la montagne aux œufs venait de leur propre environnement.
Lors d'une inondation, de l'eau charriant des sédiments a recouvert les 22 œufs de ce nid. Finalement, ce sont ces mêmes sédiments qui ont assuré la conservation des os des bébés. Une fois enterrés et pétrifiés, leurs squelettes sont restés parfaitement préservés au fil des siècles. Tout ce qu'il nous reste de cette époque préhistorique, ce sont de rares écosystèmes fossilisés et surtout quelques précieux ossements. Malgré tout, même après tant de millions d'années, il est possible de reconstituer en partie le mode de vie des dinosaures en examinant leurs fossiles et en excavant leurs os. Le monde de ces bébés dinosaures n'a pas vraiment disparu. Il a simplement été soustrait à nos regards, le temps que l'on apprenne à raconter leur histoire. À leur naissance, étaient relativement dépendants. Leurs articulations n'étaient pas encore bien formées et ils avaient sans doute besoin que leurs parents s'occupent d'eux pendant un certain temps. Mais les parents ne pouvaient pas défendre leurs petits contre tous les dangers, surtout quand la menace provenait de l'endroit même où ils avaient construit leur nid. Quand ces dinosaures vivaient ici, il y a 76 millions d'années, l'environnement était différent de ce qu'il est aujourd'hui. Cette région était au-dessous du niveau de la mer et regroupait un important réseau hydrographique. Il est évident qu'avec un tel nombre de dinosaures herbivores rassemblés sur ce site, surtout pendant la saison des amours, il devait y avoir des carnivores qui venaient tenter de tuer un hypacrosaure adulte à la moindre occasion. La région devait probablement être recouverte d'arbres formant une forêt peu dense. Les nids étaient construits sur les berges de la rivière, si bien qu'à chaque fois qu'elle était en crue, ils étaient inondés. Dès que la boue les recouvrait, les embryons à l'intérieur des œufs mouraient, parce qu'ils ne pouvaient plus respirer à travers la coquille. Même les dents des plus gros carnivores sont maintenant fossilisées. L'animal à qui appartenait cette dent était un prédateur des hypacrosaures. L'albertosaure est un dangereux prédateur. Ses longues dents recourbées sont crénelées devant comme derrière. Ces dents sont idéales pour couper la chair, mais elles sont aussi assez larges et robustes pour briser les os. L'albertosaure est un des ancêtres du Tyrannosaure rex. Les adultes peuvent atteindre le double de la taille des plus grands spécimens d'éléphants contemporains. Les paléontologues supposaient que c'étaient des chasseurs solitaires,
parce qu'à leur connaissance, seuls des squelettes isolés avaient été trouvés jusqu'ici. Par cette gigantesque vague sont visibles dans cette excavation du site. On remarque que ces os de pattes de mayasaures adultes sont mêlés à de gros rochers qui ont été entraînés par le tsunami. Ils se sont brisés les uns contre les autres et ont fini ici. Au nord de l'endroit où les fossiles de mayasaures ont été découverts, s'étalent les prairies du Montana. Elles se prolongent au-delà de la frontière canadienne, dans la province de l'Alberta. En 1987, des preuves de la vie familiale d'un autre dinosaure herbivore ont été trouvées ici par hasard. À cette époque, Wendy Sloboda était une étudiante de 19 ans qui explorait les environs de la ferme de ses parents. J'aime trouver des trucs. D'ailleurs, ça m'arrive souvent. J'ai de la chance. C'est une question de hasard, marcher au bon endroit et regarder dans la bonne direction au bon moment. Mais on doit tout de même savoir ce qu'on cherche. Au milieu des rochers escarpés d'un ravin balayé par les vents, appelé Devil's Coulee, la coulée du diable, Wendy Sloboda a découvert des coquilles d'œufs de dinosaures. Elle avait travaillé pendant l'été avec une équipe de paléontologues qui lui avait appris à reconnaître les coquilles fossilisées, mais quand elle en a découvert pour de vrai, elle n'en a pas cru ses yeux. C'était noir, fin comme une coquille d'œuf de poule, et je me suis dit, on dirait des coquilles d'œufs de dinosaures. Les fragments sont montrés aux experts du Royal Tyrrell Museum à Alberta. Ces derniers se rendent immédiatement sur les lieux et découvrent les restes de 3 nids remplis de coquilles d'œufs. Ils fouillent le site, mais ce n'est qu'au bout de 3 semaines que le paléontologue Kevin Hollenbach fait une incroyable découverte. J'ai remarqué à côté de moi un os. Je l'ai ramassé et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Là, sur la colline, j'ai vu un œuf d'où sortait une patte fossilisée d'embryon de dinosaure. Hollenbach amène immédiatement le directeur du service de paléontologie du musée, Philip Curry, sur les lieux. On était à mi-chemin du sommet de la colline et on a commencé à trouver des fragments de coquilles d'œufs et de tout petits os de bébés dinosaures sur le versant. On a fini par arriver à un endroit où on a vu un joli cercle de fragments de coquilles d'œufs. Au milieu, il y avait une série d'os de queues articulées appartenant à un dinosaure ornithichien. Ça a été l'un des moments les plus forts de ma vie. Et j'ai été surexcité. Nous l'étions tous. Wendy Sloboda était tombée par hasard sur le terrain de nidification de dinosaures ornithichiens. En chassant ensemble, les jeunes dinosaures pouvaient précipiter les proies droit dans la gueule des adultes. Les sites de nidification des énormes dinosaures herbivores étaient aussi les terrains de chasse de prédilection d'un plus petit dinosaure, le trodon. Les restes fossilisés de cet animal sont rares. En assemblant les os trouvés au cours de différentes fouilles, le paléontologue Dave Varricchio a réussi à reconstituer le squelette de cet animal au musée des Rocheuses. Nous avons assemblé ici un squelette de trodon adulte. Il manque encore beaucoup de pièces à ce puzzle. Le trodon est resté un grand mystère pendant un certain temps. On l'a décrit pour la première fois il y a près de 150 ans. Et aujourd'hui encore, il nous faut piocher dans les os fossilisés d'au moins 4 trodons pour pouvoir reconstituer une esquisse de squelette. Notre connaissance de cet animal nous vient petit bout par petit bout. Ce dinosaure avait d'assez longues pattes antérieures terminées par 3 doigts dotés de larges griffes. L'ossature de ses pattes postérieures et de ses pieds était très fine. Le trodon courait sur 2 doigts pourvus de griffes. Et le 3e doigt était doté d'une grosse griffe rétractible. Cette 3e griffe était maintenue au-dessus du sol, si bien qu'elle restait toujours aiguisée. Ce dinosaure était un excellent chasseur. Ses grands yeux lui permettaient de détecter facilement ses proies. Sa dentition nous fournit des indices sur son régime alimentaire.
Ses dents gardent toujours une part de mystère. Les crénelures sont inhabituellement grosses et leur forme est étrange. Rien qu'en étudiant ses dents, je peux déduire que le troodon se nourrissait d'une grande variété d'aliments. Il mangeait probablement de petits animaux, des insectes, et aussi peut-être des plantes. La structure de ses pieds, sa posture et la forme de son cerveau sont très proches de celles des oiseaux. En fait, le troodon et les oiseaux font partie de la même branche de l'évolution. Comme il possède beaucoup de caractéristiques semblables à celles des oiseaux, les paléontologues pensent que son corps était aussi recouvert d'une espèce de plumage. Le troodon n'était pas un gros dinosaure. Ses pattes postérieures n'étaient pas très grandes. Il n'était pas très grand. Quant à son petit, il aurait tenu dans le creux de la main. Regardez cet os de bébé troodon. C'est l'os de la patte antérieure d'un embryon que nous avons trouvé encore dans son œuf. Comme vous pouvez le constater, il est minuscule. Ce petit bébé troodon a été retrouvé encore tout recroquevillé dans son œuf. Ce que vous voyez ici, c'est une partie de l'œuf. On voit des morceaux de coquille ischus, le tibia. Il y avait aussi des fragments d'os du pied. On a donc retrouvé la partie inférieure de l'animal, du bassin au pied. Cet adulte troodon couvait ses œufs. Il les maintenait au chaud et les protégeait comme le font les oiseaux. Cette découverte est exceptionnelle. On ne connaît actuellement que 2 espèces de dinosaures dont on sait qu'ils couvaient leurs œufs. Les œufs et les bébés troodons devaient être protégés. On a d'ailleurs découvert des squelettes de petits prédateurs qui en attestent sur le site de la montagne aux œufs. Voici la mâchoire inférieure d'un alphadon, un petit mammifère qui ressemblait à un opossum. Il vivait avec les troodons et on retrouve souvent des os de cet animal près des œufs. Comme vous le voyez, cette mandibule comporte encore plusieurs dents. Comme l'opossum actuel, ce petit mammifère appelé alphadon se nourrissait probablement d'œufs brisés. Des lézards devaient aussi sans doute s'attaquer aux œufs des troodons. On a retrouvé des restes fossilisés d'un lézard préhistorique, en de nombreux points semblables à l'actuel varan du désert, sur le site de nidification des troodons. Mais la plus grande menace qui pesait sur les bébés troodons de la montagne aux œufs venait de leur propre environnement. Lors d'une inondation, de l'eau charriant des sédiments a recouvert les 22 œufs de ce nid. Finalement, ce sont ces mêmes sédiments qui ont assuré la conservation des os des bébés. Une fois enterrés et pétrifiés, leurs squelettes sont restés parfaitement préservés au fil des siècles. Tout ce qu'il nous reste de cette époque préhistorique, ce sont de rares écosystèmes fossilisés et surtout quelques précieux ossements. Malgré tout, même après tant de millions d'années, il est possible de reconstituer en partie le mode de vie des dinosaures en examinant leurs fossiles et en excavant leurs os. Le monde de ces bébés dinosaures n'a pas vraiment disparu. Il a simplement été soustrait à nos regards. L'Albertosaure est un des ancêtres du Tyrannosaure rex. Les adultes peuvent atteindre le double de la taille des plus grands spécimens d'éléphants contemporains. Les paléontologues supposaient que c'étaient des chasseurs solitaires, parce qu'à leur connaissance, seuls des squelettes isolés avaient été trouvés jusqu'ici. Mais Philip Currie avait sa petite idée sur la question. Il se souvenait avoir lu qu'un chasseur de fossiles du début du siècle avait fait une incroyable découverte de fossiles d'Albertosaure en 1910.
Mais personne n'avait réussi à découvrir l'emplacement exact du site. Il a donc décidé d'essayer de le localiser. J'avais entendu dire que Barnum Brown avait trouvé un site de fossiles d'Albertosaure quelque part en Alberta. Barnum Brown avait organisé une expédition en Alberta pour le compte du Musée d'histoire naturelle de New York. À l'époque, comme aujourd'hui, la rivière était la meilleure route à prendre. Nous avons descendu la rivière Red Deer en suivant le même chemin que Brown. Barnum Brown avait excavé le site et fait transporter les os d'Albertosaure à New York, où ils sont longtemps restés entreposés dans le sous-sol du musée. 85 ans plus tard, Philip Currie, en examinant les fossiles, s'est rendu compte qu'ils provenaient de 9 squelettes différents d'Albertosaure. Il s'est mis en tête de retrouver le site avec pour seul indice de vieilles photos. L'une d'entre elles était un cliché du camp de Barnum Brown en 1910, juste à côté de la rivière. On apercevait son bateau avec une tente dessus et d'autres tentes le long des berges. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être retrouver cet emplacement. La colline derrière a un relief assez particulier, très facilement identifiable sur la photo. Aujourd'hui, la colline et les terrains argileux qui l'entourent font partie du Dry Island Buffalo Jump Park dans le sud de l'Alberta. Philip Currie trouve enfin l'emplacement du site en août 1997 en pleine canicule. On avait tous emporté beaucoup d'eau, mais nos réserves ont fini par s'épuiser. Moi, comme je suis quelqu'un d'entêté, j'ai décidé de poursuivre les recherches quand même. Je pensais aller un peu plus loin et puis revenir. En fait, plusieurs heures plus tard, je m'enfonçais encore dans la nature. Quand j'ai enfin atteint cette colline, j'étais épuisé. Si je n'avais pas été aussi fatigué, j'aurais immédiatement vu que sur tout le versant de la colline, il y avait des fragments d'os. Ces fragments sont relativement faciles à identifier parce que rien qu'en regardant leur texture, leur disposition et leur forme, on sait que ce sont des os d'Albertosaure. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai regardé autour de moi et j'ai compris que c'était l'endroit que je cherchais. C'était l'emplacement du site. J'étais tellement heureux et fatigué à la fois que j'ai laissé tomber toutes mes affaires. Je me suis assis par terre et j'ai admiré la vue qui s'offrait à moi. Crête qui couvre ses fosses nasales et contient une cavité qui servait probablement à amplifier les cris des dinosaures selon le même principe que les instruments avant. Mais les bébés n'ont pas de crête. Elle ne se développe qu'au fur et à mesure que le bébé grandit. La crête commence tout juste à se former quelques mois après l'éclosion. Arrivé à la moitié de sa taille adulte, l'hypacrosaure arbore une crête plus prononcée, son bec est plus allongé et plus aplati. À sa maturité sexuelle, la crête est totalement formée si bien qu'il est capable de lancer les grands cris retentissants qui, d'après les paléontologues, servaient à attirer les femelles ou à protéger le territoire. Le crâne de cet hypacrosaure a aussi permis à Philip Currie et à d'autres paléontologues de découvrir l'étonnante activité à laquelle l'embryon s'adonnait à l'intérieur même de l'œuf. Ce que ce fossile a de fascinant, c'est qu'il nous a permis d'observer que même si l'embryon était encore dans l'œuf, ses dents étaient déjà usées. Ce petit dinosaure frottait ses dents les unes contre les autres. En usant ainsi la surface de ses dents, le bébé dinosaure pouvait mâcher des plantes dès sa naissance. Cette façon d'émousser les dents à l'intérieur de l'œuf est un des éléments qui permettait à ces dinosaures d'être des herbivores très évolués. Les hypacrosaures avaient en effet une structure dentaire très bien adaptée à la mastication des plantes. Peu d'animaux peuvent se vanter d'un système aussi performant. En gros, si on regarde la mâchoire, on observe que la surface des dents est irrégulière. Cela permet de broyer les végétaux. L'émail et l'ivoire des dents ne s'usaient pas à la même vitesse, ce qui créait une surface rugueuse. Et quand la dent finissait par s'user totalement, une autre poussait par en dessous. Pendant toute sa vie, cet animal a eu une bonne dentition, qui lui a permis de manger toutes les plantes qu'il souhaitait manger. C'est un système parfait.
aussi retrouvé des fossiles de plantes qui poussaient à cette époque. Les paléontologues ont ainsi pu établir que l'hypacrosaure se nourrissait sans doute d'arbres à larges feuilles, de conifères et de fougères. La richesse de la végétation a dû permettre à ces dinosaures de prospérer dans la chasse en étudiant une autre trouvaille. Ce fossile a été découvert plus loin au sud en descendant la rivière Red Deer dans l'affleurement rocheux escarpé du Dinosaur Provincial Park. C'était un autre terrain de chasse des albertosaures. L'un d'entre eux a été préservé à travers les âges. Voici son squelette intact et complet de la tête à la queue. Il s'est fossilisé en position retournée après être tombé à terre. Il devait avoir autour de 5 ans et n'avait pas atteint sa taille adulte à sa mort. Nous pouvons apprendre beaucoup sur les comportements des albertosaures en étudiant leurs fossiles. Par exemple, nous savons en observant les squelettes de jeunes albertosaures qu'ils avaient de très longues pattes et qu'ils étaient élancés. Ils étaient sans aucun doute très rapides et ils pouvaient suivre les adultes. Ils étaient plus agiles et plus vifs que leurs parents. Et peut-être que cela leur permettait de jouer un autre rôle dans la chasse. Les adultes étaient faits pour tuer, c'est évident. Ces animaux avaient une mâchoire suffisamment puissante pour broyer des os. Mais ils n'étaient pas forcément assez rapides pour attraper leur proie. Les proies étaient peut-être prises en chasse non pas par les adultes, imposants et moins rapides, mais par les jeunes albertosaures, vifs et agiles. En chassant ensemble, les jeunes dinosaures pouvaient précipiter les proies droit dans la gueule des adultes. Les sites de nidification des énormes dinosaures herbivores étaient aussi les terrains de chasse de prédilection d'un plus petit dinosaure, le troodon. Les restes fossilisés de cet animal sont rares. En assemblant les os trouvés au cours de différentes fouilles, le paléontologue Dave Varricchio a réussi à reconstituer le squelette de cet animal au musée des Rocheuses. Nous avons assemblé ici un squelette de troodon adulte. Il manque encore beaucoup de pièces à ce puzzle. Le troodon est resté un grand mystère pendant un certain temps. On l'a décrit pour la première fois il y a près de 150 ans. Et aujourd'hui encore, il nous faut piocher dans les os fossilisés d'au moins 4 troodons pour pouvoir reconstituer une esquisse de squelette. Notre connaissance de cet animal nous vient petit bout par petit bout. Ce dinosaure avait d'assez longues pattes antérieures terminées par 3 doigts dotés de larges griffes. L'ossature de ses pattes postérieures et de ses pieds était très fine. Le troodon courait sur 2 doigts pourvus de griffes. Et le 3e doigt était doté d'une grosse griffe rétractible. Cette 3e griffe était maintenue au-dessus du sol, si bien qu'elle restait toujours aiguisée. Pourchassé par de jeunes carnivores agiles, il est poussé droit dans les mâchoires béantes d'un géant 5 fois plus gros que lui. Une fois la proie tuée, la famille de dinosaures peut enfin se rassasier. Le monde dans lequel ces animaux vivaient a disparu il y a bien longtemps. Mais ils ont laissé des traces enfouies dans le sol, protégées pendant des millions d'années, et leurs ossements nous dévoilent des secrets bien gardés. Ils vivaient tous ensemble, dans un même groupe, il y a 75 millions d'années. La seule façon de relier un œuf à un type particulier de dinosaure est de trouver un petit embryon, un bébé, à l'intérieur de l'œuf. Les dinosaures, les œufs, les bébés, les embryons. Nous avons la preuve que les dinosaures prenaient soin de leurs jeunes.
Ils ont tous disparu, d'une manière ou d'une autre. Un événement de type catastrophe naturelle, peut-être un tsunami, un énorme ouragan ou des secousses sismiques. Il est évident que ces animaux ont tous péri ensemble. C'est là que j'ai sauté le pas. J'ai compris qu'il suffisait d'avoir l'esprit ouvert pour se rendre compte que c'était un nid de bébés dinosaures. Nous pensons que les troodons pondaient leurs œufs deux par deux. Toute la couvée est constituée d'œufs qui semblent aller par paires. Il est rare de découvrir la structure d'un nid qui a été construit par un dinosaure il y a 75 millions d'années. Nous avons trouvé des os. Les extrémités des os sont composées de cartilage. Une structure en cartilage calcifié et très fragile. Les bébés, à cause de la fragilité de leurs os, ne sont pas assez robustes pour pouvoir quitter le nid. Dès lors, il était évident que les bébés dinosaures ne pouvaient pas chercher leur nourriture eux-mêmes. Pour la première fois, des paléontologues disposent de preuves concrètes pour confirmer que les dinosaures s'occupaient de leur progéniture. Ils leur apportaient la nourriture et la protection dont ils avaient besoin. Le mayasaure mérite bien son nom qui signifie « bonne mère lézard ». Les mayasaures vivaient dans la moitié ouest de l'Amérique du Nord pendant le Crétacé, il y a 75 millions d'années. La majeure partie des grandes plaines était alors recouverte d'un bras de mer peu profond qui s'étalait du golfe du Mexique à l'océan Arctique. Les terres basses, près du littoral, étaient des marécages à la végétation luxuriante, alimentés en eau par les rivières qui descendaient des toutes jeunes rocheuses à l'ouest. La plaine centrale était le territoire des mayasaures. Leur environnement primitif est aujourd'hui préservé dans les caractéristiques physiques de ces rochers érodés. En étudiant les sédiments accumulés par les rivières, le géologue Jim Schmidt peut localiser leur lit et déterminer la direction dans laquelle elles coulaient. Ces rochers derrière moi, sur la portion la plus basse du versant, sont des dépôts charriés par des rivières et des inondations fluviales. Les rivières qui existaient à l'époque des mayasaures venaient de là-bas, dans cette direction, et s'étalaient jusqu'à l'horizon de l'autre côté. De nombreuses rivières parcouraient tout ce territoire. Les mayasaures marchaient sur ce lit de rivière asséchée et écrasaient le sable, imprimant ainsi au sol de petites ondulations. Ces anciens bancs de sable que les dinosaures piétinaient sont toujours là, mais ils se sont transformés en grès. Le sol sur lequel je me tiens est formé par les alluvions d'une rivière. La colline qui se trouve derrière moi, ce petit monticule de grès, est en fait ce qui reste du lit de cette rivière. On peut voir, en observant les vestiges des nids, que les dinosaures nichaient le long d'un cours d'eau qui sortait de temps en temps de son lit. On peut dire que c'était un environnement semi-aride. De terre et de rocailles, qui mérite bien peu son surnom de montagne, recèle les traces d'un écosystème préhistorique intact. Il y avait ici une petite colline recouverte d'herbe qui regorgeait d'œufs de dinosaures. Dès qu'on a tamisé le sable et les sédiments, on a trouvé des petits os de bébés dinosaures et des millions de fragments de coquilles d'œufs. Après 6 ans de fouilles, on avait quelque chose comme 300 œufs et des centaines d'ossements de bébés. C'était de loin le site de nidification de dinosaures le plus complet jamais trouvé.
Il y a près de 77 millions d'années, la montagne aux œufs était une île au relief plat, au milieu d'un grand lac. Ce dernier était trop salé pour que les poissons y vivent, mais l'île offrait l'environnement parfait pour la nidification. La montagne aux œufs n'était pas très loin des rivages du lac. Les dinosaures n'avaient sans doute pas besoin de nager pour rejoindre la rive, ils devaient simplement marcher. En examinant les dépôts de sédiments pétrifiés des bords de cet ancien lac, l'équipe de Jack Horner a découvert au moins 10 couvées de trodons. Dave Varricchio a étudié la couvée la plus complète. Cette couvée contient 22 œufs de trodons. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle a été découverte à l'intérieur de son nid. C'est très rare de retrouver intact un nid construit par un dinosaure. Celui-ci date d'il y a 75 millions d'années. Voici le bord extérieur du nid que le dinosaure a construit en tassant des sédiments. On a retrouvé une couvée au centre. Il semble qu'un dinosaure adulte ait labouré le sol de ses griffes pour le rendre plus meuble. Puis il a poussé des sédiments pour former le bord du nid. J'imagine que les trodons pondaient leurs œufs et les déplaçaient ensuite avec leurs petites mains. Ce nid est le produit du comportement d'un trodon. Comment il a disposé les œufs dans la couvée. Pouvoir examiner la structure d'un véritable nid de dinosaure, c'est fascinant. La surface était à nu. C'est une roche très inhabituelle. Elle a un grain très fin. C'était de la boue à l'époque où les dinosaures la piétinaient. Quand on regarde ces couches au microscope, on s'aperçoit bien qu'elles ont été piétinées. Ces derniers se rendent immédiatement sur les lieux et découvrent les restes de 3 nids remplis de coquilles d'œufs. Ils fouillent le site, mais ce n'est qu'au bout de 3 semaines que le paléontologue Kevin Hollenbach fait une incroyable découverte. J'ai remarqué à côté de moi un os. Je l'ai ramassé et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Là, sur la colline, j'ai vu un œuf d'où sortait une patte fossilisée d'embryon de dinosaure. Hollenbach amène immédiatement le directeur du service de paléontologie du musée, Philip Curry, sur les lieux. On était à mi-chemin du sommet de la colline et on a commencé à trouver des fragments de coquilles d'œufs et de tout petits os de bébés dinosaures sur le versant. On a fini par arriver à un endroit où on a vu un joli cercle de fragments de coquilles d'œufs. Au milieu, il y avait une série d'os de queues articulées appartenant à un dinosaure ornithichien. Ça a été l'un des moments les plus forts de ma vie. Et j'ai été surexcité. Nous l'étions tous. Wendy Sloboda était tombée par hasard sur le terrain de nidification de dinosaures ornithichiens connu sous le nom d'Hypacrosaure. C'était le premier site de nid de dinosaures jamais découvert au Canada. L'équipe de fouilles a par la suite fait une découverte encore plus importante. On sent une poussée d'adrénaline, on est les premiers à voir ça. Il y a des gens qui viennent pique-niquer ici depuis des années. Quelqu'un a campé juste ici, on voit encore des traces d'un feu de camp. Et pourtant, la pente est couverte d'embryons. Et personne n'a pris la peine de regarder par terre. Jamais avant Devil's Coulee, on avait trouvé d'embryons identifiables de dinosaures ornithichiens dans leur œuf. Ici, vous pouvez voir la zone du cou de l'embryon avec les vertèbres. Si on descend, on voit l'équivalent de nos avant-bras qui dépassent ici, et on aperçoit plusieurs côtes. Si on poursuit vers la zone des hanches, on retrouve des vertèbres et on arrive aux pattes. Ici, on voit un os des membres postérieurs. Ici, on voit la coquille d'œuf. D'autres fouilles à Devil's Coulee ont permis de déterrer des os d'hypacrosaures adultes et de nouveaux indices prouvant qu'il s'agissait d'un important site de nidification. Je crois que beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de ce site. Nous avons trouvé des bébés dinosaures dans leur œuf, des bébés dinosaures tout juste éclos et des dinosaures adultes au même endroit. L'équipe a trouvé une vingtaine de nids d'hypacrosaures à Devil's Coulee. Chaque couvée était constituée de 25 à 30 œufs. La plupart des os de bébés étaient intacts et parfaitement conservés.
À l'intérieur de certains œufs, il y avait des squelettes complets de dinosaures prêts à éclore. Je crois qu'à la base, ces animaux creusaient une vaste cuvette dans laquelle ils pondaient tous leurs œufs. Ensuite, ils restaient à proximité pour les protéger des carnivores. Le crâne de cet hypacrosaure a aussi permis à Philip Currie et à d'autres paléontologues de découvrir l'étonnante activité à laquelle l'embryon s'adonnait à l'intérieur même de l'œuf. Ce que ce fossile a de fascinant, c'est qu'il nous a permis d'observer que même si l'embryon était encore dans l'œuf, ses dents étaient déjà usées. Ce petit dinosaure frottait ses dents les unes contre les autres. En usant ainsi la surface de ses dents, le bébé dinosaure pouvait mâcher des plantes dès sa naissance. Cette façon d'émousser les dents à l'intérieur de l'œuf est un des éléments qui permettait à ces dinosaures d'être des herbivores très évolués. Les hypacrosaures avaient en effet une structure dentaire très bien adaptée à la mastication des plantes. Peu d'animaux peuvent se vanter d'un système aussi performant. En gros, si on regarde la mâchoire, on observe que la surface des dents est irrégulière. Cela permet de broyer les végétaux. L'émail et l'ivoire des dents ne s'usaient pas à la même vitesse, ce qui créait une surface rugueuse. Et quand la dent finissait par s'user totalement, une autre poussait par en dessous. Pendant toute sa vie, cet animal a eu une bonne dentition, qui lui a permis de manger toutes les plantes qu'il souhaitait manger. C'est un système parfait. On a aussi retrouvé des fossiles de plantes qui poussaient à cette époque. Les paléontologues ont ainsi pu établir que l'hypacrosaure se nourrissait sans doute d'arbres à larges feuilles, de conifères et de fougères. La richesse de la végétation a dû permettre à ces dinosaures de prospérer dans ces régions. Les bébés devaient manger de grandes quantités de végétaux pour atteindre l'énorme taille de leurs parents. J'ai là l'os de la cuisse d'un grand dinosaure ornithichien, mais il y a encore plus grand. D'après la taille de cet os de la patte, on peut estimer que ce bébé dinosaure n'était pas plus gros qu'une oie. Mais si nous prenons le même os chez un adulte, on peut évaluer que ce dernier était plus grand que la plupart des éléphants actuels. S'ils voulaient minimiser les risques de se faire manger ou marcher dessus, ces jeunes dinosaures devaient grandir en très peu de temps. La rapidité de croissance est une des caractéristiques qui distinguent les dinosaures ornithichiens.